En hommage au dernier non-Grand Prix de Belgique, je veux vous proposer de remonter vers une édition plus ancienne qui marquait quelques dates importantes ainsi qu'un moment marquant d'un pilote qui laissait sa petite trace dans les pages d'histoire de son temps, le 23 août 2015. J'avais beaucoup hésité à parler de ce Grand Prix dans la course de leur vie dédiée à Grosjean, mais j'avais préféré m'orienter sur le Grand Prix des États-Unis 2013, qui me semblait plus pertinent pour l'épisode en question, et conserver ce Grand Prix de Belgique 2015 de côté pour lui consacrer une émission bien à part. Donc, pour apprécier la saveur de cette édition, je vous propose de nous rappeler quelques éléments pour nous replacer dans le contexte. Bien que cela ait peu d'incidence sur le déroulement de l'épreuve, nous sommes un mois après le décès de Jules Bianchi, et si le Grand Prix de Hongrie s'était tenu depuis, il était impossible de ne pas se rappeler que, pour la première fois depuis 1994, un pilote de Formule 1 avait perdu la vie suite à un accident survenu lors d'une épreuve de championnat du monde. Ce jour marquait aussi la disparition de Guy Ligier, fondateur de la mythique écurie éponyme qui prenait 9 victoires en Formule 1. L'édition de ce Grand Prix de Belgique allait être le 1000e jour sans la moindre victoire de McLaren, alors que 2 ans et demi plus tôt, l'équipe avait l'habitude de jouer les 2 championnats et qui, en cette année 2015, devait survivre à des tractopelles Honda qui n'allaient certainement pas revoir le succès ce jour-là, puisque Alonso et Button vont cumuler un total de 105 places de pénalité sur la grille de départ. À la surprise de tous, Kimi Raikkonen venait d'être prolongé chez Ferrari pour 2016, malgré des résultats indignes de son statut de dernier champion chez les Rouges, et ce contrat de tout juste une saison témoignait que Ferrari n'avait pas l'intention de garder le Finlandais encore longtemps, pas plus que ce dernier voudrait rester en Formule 1 encore longtemps. C'est ce qu'on se disait à l'époque. Cela faisait 1 an que Rosberg et Hamilton s'étaient accrochés en lutte pour la victoire et marquaient la déchéance progressive de l'Allemand, prouvant que ce dernier n'avait rien d'un potentiel champion du monde et laissant l'Anglais dominer aisément cette saison pour viser son 3e titre mondial. Nouvelle règle ce week-end, les ingénieurs n'ont désormais plus le droit d'assister les pilotes dans les procédures de départ, ce qui ravit le public en laissant un peu plus d'importance aux pilotes dans cette Formule 1 dominée par l'ingénierie. Mais le gros point de discussion du week-end est autour de l'écurie Lotus qui est au fond du gouffre financier. Structure multiple championne du monde avec des Schumacher et Alonso sous les noms Benetton et Renault, l'équipe brillait en prenant le nom Lotus en 2012 et en faisant revenir Kimi Raikkonen. Avec un management financier désastreux, l'équipe fit l'erreur de lui promettre des bonus par points marqués, et avec une 3e et 5e place au championnat 2012 et 2013 avec 2 victoires, le Finlandais décidait de s'enfuir à cause du non-paiement des bonus que l'équipe n'aurait jamais eu à lui payer s'il n'avait pas eu autant de talent et une voiture aussi compétitive. Pour le remplacer, l'équipe avait des vues sur Nico Hülkenberg, la coqueluche du paddock, fraîchement vainqueur des 24 heures du Mans, et Quantum, le futur investisseur de Lotus, riche en argent fictif, allait permettre de recruter ce jeune si flamboyant, mais pauvre en sponsor. Mais étant donné que l'argent fictif ne paye pas les factures, Lotus a dû se rabattre sur Pastor Maldonado, vainqueur en Formule 1, accompagné par un riche pétrolier, mais pilote qui avait tendance à compenser les bénéfices qu'il apportait en cassant beaucoup de matériel et en compromettant ses beaux chronos en qualification par des pénalités sur la grille à force d'être débile en piste. Après une affaire relativement honteuse à l'échelle de l'histoire du sport automobile, le Crashgate pour pas le nommer, Renault partait de la Formule 1 mais restait attaché à la structure de Enstone pour même envisager de la racheter en 2016. Mais avec les taches du Crashgate encore visibles sur le losange jaune, les propriétaires ne semblaient pas impatients de prendre une décision et d'envisager la dépense. La situation était tellement compliquée que Romain Grosjean, qui portait l'équipe du mieux possible en interne et au compteur de points, avait plus confiance en un indépendant américain qui semblait prêt à devenir le larbin de Ferrari pour arriver en 2016, plutôt que de rester à Enstone. Parce que ce Grand Prix de Belgique fait aussi suite à un autre conflit entre Lotus et Pirelli, cette fois au Grand Prix de Hongrie le week-end précédent, puisque le manufacturier pneumatique
mécontent des pneus non payés par Lotus, refusait de chausser ses voitures. C'est Bernie Ecclestone, le grand patron de la Formule 1, qui est intervenu et qui a trouvé un accord qui a permis à Lotus de participer et de consacrer leurs dépenses de ce week-end belge à un crash de Maldonado en essai libre 1. Alors que Grosjean était mis sur la touche pour laisser Palmer, troisième pilote et futur PNJ titulaire de l'écurie, rouler. Pirelli, quant à eux, ont un tout autre problème sur le tracé de Spa puisque Nico Rosberg fut victime d'une crevaison surprise lors de la séance, ce qui a soulevé de nouvelles polémiques après les explosions des années passées à Silverstone. Et après la déconvenue mentionnée en Hongrie, Lotus n'est pas tiré d'affaire puisque à présent c'est Charles Pic, ancien réserviste de l'équipe, qui les traîne en justice parce que son contrat n'avait pas été respecté quant au nombre de kilomètres qu'il devait effectuer en essai. Des huissiers viennent saisir l'équipe le jeudi, veille des essais libres 1, et Bernie Ecclestone, encore lui, intervient pour trouver un consensus. Vous me passerez l'expression, mais dans le jargon, c'est ce qu'on appelle avoir une journée de merde. Parce que là, on vient de recontextualiser les galères de l'équipe, mais n'oublions pas que la F1 est aussi un sport humain. Des ingénieurs, mécaniciens qui s'imaginent au chômage à n'importe quel moment et qui passent leur temps à réparer l'une de leurs deux voitures, pendant que le pilote qui fait les résultats manque régulièrement des séances pour former un futur rookie. Car si Grosjean a causé des soucis dans cette même équipe par le passé, il semble être un petit rayon de soleil en interne, et ce week-end, dans tout le chaos, une nouvelle étincelle de joie transparaît, la voiture est compétitive. Grosjean se qualifie 4ème, mais hélas, il doit reculer de 5 positions à cause d'une pénalité pour changement de boîte de vitesse, et Maldonado, quant à lui, est 8ème, et il partira 7ème après la pénalité de Grosjean. Grosjean prend donc un bon départ et gagne des places, alors que Maldonado agresse un vibreur et endommage sa voiture, ce qui le force à abandonner avant même la fin du premier tour. Aux avant-postes, Hamilton verrouillait la première ligne Mercedes devant la Williams de Bottas, mais au départ, Pérez sur Force India et Ricciardo sur Red Bull viennent prendre les 2e et 3e positions et Vettel sur Ferrari passe Bottas un tour plus tard pour remonter de la 8e à la 5e position. Au 8e tour, Grosjean passe Bottas alors que Pérez et Kvyat sur Red Bull passent au stand, faisant remonter le franco-suisse en 4e position. Pour se protéger, il s'arrête au tour suivant, alors que Williams termine de ruiner la course de Valtteri en lui chaussant 3 pneus tendres et un pneu médium. Ce qui est interdit. Et une énorme connerie. C'était courant chez Williams à l'époque. De son côté, Grosjean vole, passant Ricciardo au 18e tour et se débarrassant de Checo 2 tours plus tard, avant que le moteur Renault de l'Australien ne rende l'âme et provoque une voiture de sécurité virtuelle. Profitant de l'occasion, Grosjean imite de nombreux autres pilotes, en passant au stand pour prendre des pneus frais pour aller jusqu'au bout de la course, puisque tout le monde garde en mémoire les inquiétudes affichées par Pirelli le vendredi suite à l'explosion pneumatique de Rosberg. Les Mercedes sont en tête devant Vettel et Grosjean est 4ème. Vettel a donc décidé d'aller jusqu'au bout avec ses pneus et Grosjean rattrape progressivement le quadruple champion du monde alors que les Mercedes ont créé suffisamment d'avance pour s'arrêter une seconde fois au 30e tour. Nous sautons 10 tours plus tard, au 40e, à 4 tours de la fin, et Vettel, avec ses pneus détruits, s'effondre. Il se dit que dans le stand Lotus, Mercedes, le motoriste de l'écurie, a débloqué un mode moteur pour permettre à Grosjean de passer Vettel et verrouiller un podium Mercedes. Mais ce ne sera pas nécessaire, puisqu'au 42e tour, l'arrière droit de la Ferrari explose à la sortie de l'eau rouge. Vettel parvient à garder le contrôle et éviter un drame, mais Grosjean récupère la 3e place et prend son 10e et dernier podium en Formule 1. Une course sublimement parfaite qui vient sauver une période cataclysmique pour l'écurie. Fantastic job, mate. Fantastic job. P3, well done, well done. One of the best race of your career, mate. Incredible. Incredible. I'm so proud. Well done, you're a star. You're a superstar. Fantastic. Things like that are not allowed to happen, full stop. If it happens 200 meters earlier, I'm not standing here now. I'm with 300 stuck in Eau Rouge, so... Okay, so you're obviously upset that the tyre went in that way, but you'd run it for 27. What is upsetting? Upsetting is that one thing is the result,
You know, this is racing. For sure, you know, we deserve to finish on the podium. But the other thing, as I said, if this happens earlier, then, you know, I think it's a sort of theme that keeps going around. Nobody's mentioning it, but it's unacceptable. Cette mini-victoire est un vent de fraîcheur et de bien-être pour toute l'équipe, car le reste de la saison n'en sera pas forcément meilleur en termes de résultats. Médiatiquement, l'équipe rappelle son immense potentiel, ne manquant au final que de moyens pour parfaire la voiture et pour ne plus avoir besoin de pilotes payants plus néfastes que salvateurs. Les annonces de la volonté de rachat par Renault se font officielles quelques mois plus tard et l'équipe est sauvée de la faillite lorsque les voitures jaunes font officiellement leur retour pour 2016 en fin d'année. Quant à Grosjean, son passage chez Haas marquera un grand coup tant par des résultats au-delà de toute espérance, mais aussi par une longue et passionnée collaboration. Et sincèrement, ce Grand Prix de Belgique 2015, il n'était pas incroyable. Mais si on le compare au Grand Prix de 2021,